Alors que la crise s'aggravait à Abidjan, la panique ne restait pas enfermée dans les frontières ivoiriennes. Elle voyageait, traversait les continents et atteignait les grands centres de pouvoir qui, depuis longtemps, avaient une main invisible sur la politique ivoirienne. À Paris, au palais de l'Élysée, une réunion d'urgence fut organisée à huis clos. Les services secrets français, la DGSE, avaient déjà confirmé la terrible nouvelle. L'état de santé d'Alassane Ouattara était bien plus grave que ce que l'on avait dit. Le président était sous assistance vitale. Son réveil était incertain. Pour la France, cela dépassait de loin une simple question de santé. C'était un séisme géopolitique. Depuis plus de 20 ans, Alassane Ouattara était le pilier de la France en Afrique de l'Ouest. Un partenaire économique fiable, un soutien fidèle aux intérêts français dans la région. Et voilà qu'il glissait lentement, physiquement et politiquement. Des diplomates furent dépêchés. Une cellule spéciale de la DGS fut activée à la fois à Paris et à Abidjan. 2 conseillers français de haut niveau, basés en Côte d'Ivoire, reçurent pour instruction de préparer des scénarios de continuité, y compris la possibilité d'un effondrement militaire. Mais la France n'était pas la seule à s'inquiéter. À Washington, le département d'État américain se mit également en alerte maximale. Ouattara avait toujours été une passerelle entre les États-Unis et le bloc francophone africain. Sa chute risquait de bouleverser l'équilibre des forces en ouvrant la voie à un basculement vers l'Est, vers l'alliance anti-occidentale en formation autour du Sahel. Des échanges secrets entre les ambassades françaises et américaines posaient des questions cruciales. L'armée ivoirienne allait-elle prendre le pouvoir? Le bloc AES, composé du Burkina Faso, du Mali et du Niger, allait-il profiter du vide pour avancer ses pions? La Côte d'Ivoire allait-elle quitter l'orbite occidentale? Dans les cercles de réflexion liés à l'OTAN, des avertissements silencieux furent publiés. Si Ouattara tombait, cela pourrait provoquer la plus grande réorganisation géopolitique en Afrique de l'Ouest depuis 30 ans. Pourtant, officiellement, depuis Paris, Emmanuel Macron gardait le silence. Aucune déclaration. La France, disait-on, restait solidaire du peuple ivoirien. En coulisses, les choses étaient bien différentes. Le cabinet présidentiel discutait des moyens de protéger les intérêts économiques français sur place. Bases militaires, contrats d'extraction minière, réseau numérique de surveillance. Un analyste en sécurité, interrogé discrètement, résuma la situation en une phrase glaciale. Si la Côte d'Ivoire tombe, ce n'est pas juste la fin d'un président. C'est la fin du contrôle français sur l'Afrique francophone. Ce fut ce jour-là que l'Occident comprit que ce n'était pas seulement la santé d'un homme qui était en jeu. C'était la survie d'un système entier. En Côte d'Ivoire, le silence devenait insupportable. Aucun communiqué officiel, aucune vidéo, aucun discours. Rien. La télévision nationale diffusait en boucle de vieux reportages où l'on voyait Ouattara rire, couper des rubans, saluer la foule. Mais les Ivoiriens n'étaient pas dupes. Dans les marchés d'Abidjan, les discussions étaient remplies de chuchotements inquiets. Les maires demandaient aux commerçants, « C'est vrai qu'il est effondré ?» Les chauffeurs de taxi coupaient la radio en murmurant, « Ils nous cachent la vérité. » Même les enfants sentaient le malaise dans les voix de leurs parents. « Papa, est-ce que le président est mort ?» Sur les réseaux sociaux, la tension montait. Des influenceurs ivoiriens exigeaient de la transparence. Des vidéos devenaient virales. On y voyait des citoyens brandir des pancartes, « On a le droit de savoir ». Une femme filmait ses larmes en direct. Comment peut-on faire confiance à des dirigeants qui ne nous disent même pas si notre président est vivant? Pourtant, le gouvernement gardait le silence. Même pas un démenti. Devant le palais présidentiel, les gens commencèrent à se rassembler. Pas pour protester, pas encore. Ils venaient observer, guetter, espérer voir une ombre bouger derrière un rideau. Un signe, quelque chose. Les soldats postés devant restaient figés, silencieux. À l'intérieur, certains conseillers demandaient une annonce, même vague, sur l'état de santé du président. Mais la peur de provoquer un effondrement du pouvoir bloquait toute décision. Puis les rumeurs se propagèrent. Un message vocal aurait été préparé par l'équipe rapprochée de Ouattara. Une fausse déclaration, générée par intelligence artificielle, pour faire croire qu'il était toujours conscient, en bonne santé. Mais au dernier moment, un général aurait annulé la diffusion. Si on découvre que sa voix est fausse, c'est fini pour nous, aurait-il dit. Dans les ministères, les fonctionnaires continuaient de travailler sans savoir pour qui réellement. Les juges, les gouverneurs, les ambassadeurs étrangers. Tous se posaient la même question. Y a-t-il encore un président à la tête du pays? La Côte d'Ivoire, avec ses 27 millions d'habitants, était dirigée par personne.
Et dans ce vide, une colère sourde commençait à naître. Ce n'était pas seulement contre le silence. C'était contre tout un système. Les gens se souvenaient, la même chose s'était passée en Guinée, au Burkina Faso, au Mali. Là aussi, tout avait commencé par un silence. Et tout avait fini par un renversement. Une femme à Yamoussoukro le disait simplement, « Ils pensent qu'on ne voit rien. » Mais on connaît déjà la fin de ce film. Ce silence, ce vide au sommet, résonnait dans les capitales voisines. À Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, à Conakry, les chefs des renseignements militaires recevaient les mêmes informations confidentielles. Ouattara ne répond plus. Changement de pouvoir possible. Pour l'Alliance des États du Sahel, AES, ce moment était une opportunité. Un allié fidèle de la France était désormais vulnérable. Si la Côte d'Ivoire s'effondrait, c'est toute la région qui pouvait basculer. Dans les cercles militaires du Sahel, la question n'était plus de savoir si Ouattara allait tomber, mais ce qu'il allait se passer ensuite. Un gouvernement soutenu par l'armée allait-il émerger? La France allait-elle tenter de replacer un dirigeant à sa solde? Ou bien l'AES allait-elle pousser un nouveau type de leadership panafricain jusqu'au golfe de Guinée? Des sources proches du capitaine Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, affirmaient qu'il voyait ce moment comme un tournant historique. L'occasion d'étendre l'élan anticolonial vers le sud pour faire de l'AES une véritable alliance panafricaine. Du Sahara jusqu'à l'océan. À Bamako, Assimi Goïta aurait réuni ses généraux pour étudier les réalignements militaires possibles en cas d'intervention française. À Niamey, on contactait déjà des officiers ivoiriens jugés hostiles à Paris. Face à cela, la France réagit. Ses bases militaires en Côte d'Ivoire passaient en alerte maximale. Des troupes furent redéployées. Des équipements sensibles déplacés hors du pays. À Paris, les conseillers de Macron se divisaient. Certains voulaient limiter les dégâts en silence. D'autres craignaient que la chute de Ouattara entraîne l'effondrement d'autres régimes pro-occidentaux dans toute l'Afrique francophone. Au Nigeria, au Ghana, les présidents observaient, inquiets. Si la Côte d'Ivoire basculait dans l'influence de l'AES, toute la CEDEAO pourrait se retrouver déséquilibrée. Accords commerciaux, pacte de défense, sécurité des frontières, tout pourrait voler en éclats. Puis vint l'image, floue, volée, venue de Paris, d'un hôpital sous haute sécurité. Une silhouette pâle, branchée à des machines. Tubes, perfusion, respirateur. Immobile, les yeux fermés. Mais pour ceux qui le connaissaient, aucun doute, c'était bien Alassane Ouattara. Vivant, oui, mais à peine. La fuite se répandit comme une traînée de poudre. Les médecins refusèrent de commenter. Le gouvernement français ne confirma rien. Mais ceux qui avaient vu l'image comprirent, le président de la Côte d'Ivoire n'était plus en état de gouverner. Des rumeurs parlèrent d'un coma artificiel. Certains disaient qu'il n'avait plus parlé depuis sa chute. D'autres affirmaient que les médecins le maintenaient inconscient pour stabiliser plusieurs organes vitaux. Au sein même de son équipe, la guerre avait commencé. Certains voulaient continuer à faire croire qu'il était aux commandes. D'autres craignaient qu'en retardant l'inévitable, on ne provoque une crise encore plus violente. À Abidjan, l'entourage se fissurait. Un conseiller de haut rang démissionna pour raison morale. L'équipe du vice-président préparait discrètement une transition constitutionnelle. Un général posa la question qui faisait peur à tout le monde. Si le président ne peut plus parler, ni signer, ni se tenir debout, alors gouverne-t-il encore? Dans le monde entier, les capitales s'activaient. La France, les États-Unis, la CEDEAO. Tous préparaient leur scénario pour l'après-Ouattara. Même la Chine, discrètement, commençait à contacter ses représentants à Abidjan. Un changement brusque semblait inévitable. La société civile, elle, ne voulait plus de mensonges, plus de discours préenregistrés. Elle voulait la vérité. Et de plus en plus, elle voulait plus encore, un nouveau départ. Un homme qui avait tout dirigé, dont la parole était loi, n'était plus qu'un corps allongé, relié à des machines. Et pendant que les moniteurs médicaux bipaient lentement, une ère touchait à sa fin. Ce que Ouattara avait bâti n'était pas juste un pouvoir. C'était une forteresse, une machine de contrôle. Mais cette machine s'était arrêtée, doucement, sans coup d'État, sans explosion. Juste un long silence. Et dans ce silence, la Côte d'Ivoire commençait à rêver d'autre chose. À imaginer un futur qu'on ne lui imposerait plus de l'extérieur. Un futur qu'elle construirait elle-même. Et c'est peut-être cela, le vrai danger pour l'ancien ordre.